Fachi Azananu, de la simple imagination à la réalité. Et oui, Félix Tshisekedi est en plein deuxième mandat. Mais quels sont les défis de ces nouveaux quinquennats? De plus en plus, on parle aussi d'une possibilité de revoir ou de réviser la Constitution. Mais beaucoup de politiques pensent qu'il faut changer carrément la Constitution. À quel niveau se situe la nuance? Nous avons sur ce plateau le concepteur du slogan Fachi Azananu. Manix Yenda, bonjour et bienvenue. Bonjour et grand merci mon frère pour l'invitation. Fachi Azananu, d'où cette inspiration? Fachi Azananu, c'est vrai que c'est une inspiration qui vient des dieux, parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Mais en même temps, c'est une marque de positivité politique. C'est notre conviction politique. Du moment où il y a eu beaucoup de gens qui concoctaient des idées nocives contre la République, il y a même d'autres qui se sont récroquevillés au fond de la République pour prendre des armes et faire partir le président Tshisekedi au moyen des insurrections, au moyen de coups d'État, de putsch, tout autre moyen qui n'ont rien à voir avec la voie démocratique, qui est la voie électorale, où le peuple donne le cutus à celui qui deviendra le prochain président du pays. Ce qui n'a pas été le cas. Et moi, je dis Fachi Azananu. Effectivement, le président Tshisekedi est là. C'était une prophétie politique, qu'à cela ne tienne, mais cette prophétie s'est quand même matérialisée. Très bien. Fachi Azananu, ce n'est pas un slogan qui fait la promotion des valeurs antidémocratiques, pas du tout, parce que le président Tshisekedi, au regard de ce qui est prévu dans la constitution de notre pays, il a le droit de briguer 2 mandats. Et là, il est dans le 2e mandat, et donc il est encore là. Les 2e et les derniers mandats. Le 2e et le dernier mandat, mais le président Tshisekedi est encore là. Alors, Azananu. Fachi Azananu. Azananu pour un 2e mandat ou dans votre imagination, il peut encore rempiler pour un 3e moyennant le changement de la Constitution? Fachi Azananu, il est vrai, le mandat du président Tshisekedi est limitatif au regard de la limite constitutionnelle préalablement établie. Mais Fachi Azananu, c'est une dimension qui transcende la sphère de mandat du président Tshisekedi. Parce que l'Union sacrée comme formation politique devra réfléchir sur l'après-Tshisekedi. Comment on va pérenniser les actions déjà posées en termes de fondation par le président Tshisekedi dans son 1er et 2e mandat pour maintenir la continuité de philosophie politique, enfin d'en faire une continuité de l'État, en termes de vision, en termes d'action. C'est-à-dire, si le président Tshisekedi part, est-ce que demain, nous pouvons être sûrs d'avoir quelqu'un de l'union sacrée de la nation répondant aux critères et à la vision du président Tshisekedi? Si oui, même après Tshisekedi, le probable dauphin. Le probable dauphin, s'il est capable de briguer un mandat, s'il est capable de bénéficier du cutus du peuple, même celui-là, quand il deviendra président, on dira Fachi Azananu. Pendant ce temps, vous avez le professeur Mbata qui pense qu'il faut revoir certaines dispositions de la Constitution. Mouyaya parle des réformes courageuses. Vous vous situez de quel côté? Revoir certaines dispositions ou réformes courageuses qui impliquent le changement de la Constitution? C'est vrai, le débat autour de la Constitution, c'est un débat houleux, un débat qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Mais malheureusement, beaucoup de gens en font un débat de chaleur et non un débat de lumière. Il est vrai, nous avons cette liberté d'opiner sur la Constitution que nous avons aujourd'hui, mais ce que je veux qu'on fasse un débat de fond. En quoi la Constitution d'aujourd'hui constitue un problème qui crée la régression économique, la régression sociale? En quoi la Constitution peut être considérée comme un problème provoquant, par exemple, l'insécurité dans la partie Est? En quoi la Constitution ne permet pas aux jeunes Congolais de trouver de l'emploi? En quoi la Constitution dérange effectivement la quiétude de beaucoup de Congolais sur toute l'étendue du territoire national? Et donc, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, les débats de la Constitution n'est pas un débat, je vais dire un débat normatif. C'est plutôt un débat anthropologique. Parce que au centre, c'est l'homme qui pose problème.
Regardez notre Constitution. Je vais peut-être vous surprendre, alors qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que cette Constitution n'est qu'une pacotille vide, une Constitution dépourvue d'une identité sociologique, une importation extérieure, c'est comme ça qu'on parle de mimétisme, une Constitution sans identité, une Constitution qui ne reflète pas la réalité socio-économique du pays, une Constitution taillée sur mesure. Ce sont là le qualificatif que l'on colle à notre Constitution, la loi fondamentale de notre pays. Mais en même temps, nous sommes la première Constitution au monde qui a consacré, au-delà du principe de l'égalité, le principe de la parité entre l'homme et la femme, dans l'article 14, alinéa 5 de notre Constitution. En même temps, c'est une Constitution qui fait la promotion des valeurs démocratiques en reconnaissant les activités de l'opposition politique, parce que l'article 8 de cette Constitution parle de la sacralité des activités de l'opposition politique, au-delà même du porte-parole de l'opposition qui est prévu dans la même Constitution. La Constitution prévoit la participation de l'opposition au sein des institutions, notamment les institutions d'appui à la démocratie, la CENI. L'opposition est tenue d'y prendre part, autant pour l'Assemblée nationale tout comme le Sénat. Et la même Constitution a aussi prévu un répondant juridique pour protéger le droit des opposants, limiter la sphère d'action pour l'opposition. Je parle ici de la loi portant statut de l'opposition politique, qui est une loi en réalité organique répondant à l'esprit de la Constitution. C'est-à-dire notre Constitution, c'est une Constitution qui met en avant-plan les valeurs démocratiques. Au-delà de droits de la première génération qui sont prévus dans cette Constitution, je parle de droits civils et politiques, le droit de la deuxième génération, le droit socio-économique et culturel, autant pour le droit de la troisième génération, le droit collectif, le droit à la paix, le droit à l'environnement sain, le droit à la démocratie. Tout ce droit-là, en termes de liberté, en termes de droits et libertés garantis aux citoyens congolais, ces droits sont conjurés dans cette Constitution. Et donc, aujourd'hui, je pense que nous avons plutôt intérêt de préserver l'ordre constitutionnel qui a déjà été établi. Souvenez-vous, bien avant l'avènement de cette Constitution, nous étions dans une réalité des vicissitudes politiques. La fracture politique au travers les escalades et collusions verbales entre tendances politiques, au point même d'ériger la démocratie, disons la dictature, comme le seul mode de gestion de la République. Il y avait l'unilatéralité de la pensée politique, il y avait le parti-État, le monopartisme, il y avait la personnification de pouvoir, cette politique de culte paroissial autour d'un individu. Et cette constitution que nous avons aujourd'hui nous a amené ce qu'on appelle l'exogénéité de la pensée politique, la pluralité politique, la compétition politique, et le peuple devient au cœur de toute compétition politique, parce que c'est au peuple de vous confier le pouvoir, un peu dans la logique d'Abraham Lincoln lorsqu'il définit la démocratie comme le pouvoir du peuple, par le peuple. Pendant ce et temps, pour le peuple. Cette même constitution présente certaines lacunes. Vous avez durant 5 ans un gouverneur qui se met à la merci des députés provinciaux. On en a les cas. S'il faut voir le premier mandat du chef de l'État, les gouverneurs ont été là, ne faisant que cajoler les députés provinciaux. Vous ne pensez pas que même à ces niveaux-là, on peut quand même être courageux pour bouger cette disposition-là? Moi, je pense que la perfectibilité... Qui rend le gouverneur redevable principalement à ceux qui l'ont élu par la population. Ça, c'est une réalité. Mais il faudrait savoir que le fait de retoucher la Constitution n'est pas un tabou. La Constitution est perfectible. La perfectibilité de la Constitution est constitutionnelle. Parce qu'il y a toute une section dans cette Constitution, c'est bien prévu, la révision de la Constitution. Mais en même temps, notre Constitution a un caractère rigide et non souple. La rigidité, effectivement, de la Constitution se détermine au travers les verrous déterminés par le pouvoir constituant originaire. Et quel est le verrou ici? Parce que quand on parle de verrou, c'est-à-dire de choses qu'on ne touche pas. Très bien. Des articles ou dispositions intangibles. Le cas de l'article 220, on ne touche pas. Mais pour le reste des dispositions, l'on peut toucher parce que la Constitution demeure perfectible. Mais en parlant de la légitimité de deuxième degré, notamment de gouverneurs de province, autant pour le bourgmestre de commune,
Non, mais dans l'esprit du législateur suprême, il voudrait que, effectivement, le gouverneur de province soit élu par les élus. C'est-à-dire, pour le législateur suprême, ceux qui sont élus, je parle de députés provinciaux, ils ont la confiance du peuple et par ricochet, ils peuvent choisir un gouverneur capable de tenir la responsabilité d'une province. Pendant que nous savons comment ils sont aussi élus. Hein? Non, mais justement, c'est parce qu'on a migré de la démocratie à la particratie. Aujourd'hui, le mode qui gère la chose publique de l'État, c'est les systèmes de la particratie. Nous vivons sous le joug, sous le diktat des partis politiques. Aujourd'hui, pour devenir ministre, il faut forcément être membre d'un parti politique. Pire encore, même pour devenir directeur d'une entreprise, même recteur d'une université, il faut être membre d'un parti politique. Et donc, les partis politiques prennent la totalité du pouvoir en lieu et place de prévaloir la démocratie, mettant le peuple au cœur des enjeux politiques, mais aussi en favorisant la méritocratie, parce que la compétence est un ingrédient de base dans un système démocratique. Alors, avant de clore ces chapitres, Manik Sienda, même quand beaucoup pensent qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays à dimension continentale et que 5 ans ne suffisent pas pour un président de la République, surtout pour celui qui s'engage pour la sécurité de l'État, la sécurité de l'Est du pays. C'est comme si il ne ferait que 5 ans pour se battre pour l'Est. Est-ce qu'on ne peut pas le repousser à 7, 10 ans pour donner beaucoup de marge de manœuvre au président Tshisekedi? Non, mais rien n'est impossible sur Terre. Mais quel a été l'instrument avec lequel l'on a élaboré cette constitution? Au départ, c'était le référendum. Et lorsqu'on parle du référendum, c'est l'approbation du peuple. Très bien. Je rappelle, nous sommes dans un contexte démocratique. C'est le pouvoir du peuple. Ce n'est pas le pouvoir de M. Tshisekedi. Donc, on peut essayer. Non, mais si le peuple donne son aval. L'article est intangible, hein? Non, mais justement, l'article est intangible parce que l'on voudrait protéger la Constitution eu égard aux soifs politiques exprimées par les acteurs. Mais si le peuple s'y décide, on va changer l'article 220. Parce que cette disposition a été conçue par les desiderata du peuple. Parce que dans chaque vie constitutionnelle, il y a 3 étapes. Il y a l'étape de la constitutionnalisation de la Constitution, étape de l'élaboration de la Constitution. La deuxième étape, c'est l'étape de la reconstitutionnalisation de la Constitution, étape de la révision constitutionnelle. Et enfin, il y a l'étape de la déconstitutionnalisation de la Constitution, étape de l'abrogation. Or, lorsqu'on procède par un